Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Servir les clients privés et leurs conseillers sur un plateau d'argent. Pierre Marin, CEO et cofondateur de Rockfi. Les offres 100% digitales, c'est moins d'1% du marché de la gestion de patrimoine. Et quand tu interroges les épargnants, 2/3 nous disent « j'ai besoin de conseils parce que j'ai pas forcément le temps, pas forcément l'envie d'ailleurs, et pas forcément les compétences pour gérer mon patrimoine ». Donc la première conviction forte que l'on a, c'est que on doit remettre au centre la relation entre un client et son gestionnaire. Le problème des gestionnaires aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment de temps. Nous revenons cette fois encore sur le marché du wealth management qui peine à se moderniser. Cette fois-ci, nous nous penchons avec Pierre sur la relation de confiance qui unit les clients à leurs banquiers, conseils ou gestionnaires. Après avoir interrogé des centaines de conseillers, Pierre a flairé un formidable business pour construire la gestion privée de demain. Il nous parle de Rockfi qui met à disposition des conseils un écosystème de solutions comme les comptes titres ou les mandats de gestion, d'enveloppes comme l'assurance vie, de produits comme le private equity pour servir au mieux les clients privés et bien entendu de la tech en offrant par exemple la consolidation des actifs. N'oublions pas les clients, Rockfi a également déployé une interface pour les clients privés. La force de cette start-up, c'est de s'être associée dès le départ aux grands noms de la gestion privée comme Lazard, Edmond Rothschild ou BlackRock. Nous parlons de l'offre, du modèle d'affaires, de la dernière levée, des clients et bien entendu des partenaires. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Pierre. Bonjour Solène. Merci de me rejoindre au Hoxton. On change d'endroit cette fois-ci pour un petit Coca Zéro et puis pour parler de Rockfi avec grand plaisir. Est-ce que je peux te demander, s'il te plaît, de te présenter à nos auditeurs ? Avec grand plaisir et content d'être avec toi cet après-midi. Donc, Rockfi, c'est un nouvel acteur de la gestion privée, gestion de patrimoine. On se définit comme un réseau de gestionnaires de patrimoine indépendants dont on libère le potentiel par la technologie. Et quelques mots sur moi. Écoute, j'ai commencé par une école de commerce à Paris. Et puis, j'ai monté une première boîte à 21 ans, qui était un réseau de soutien scolaire. J'étais moi-même professeur particulier en prépa. Et je voyais que 50% de ce que je gagnais allait à un organisme. Et je me suis dit, pourquoi pas monter cet organisme ? C'est ce qu'on a fait avec un copain. On a monté Prépa First. Et pendant 4 ans, on a monté ce réseau de professeurs particuliers. C'était assez drôle. On était à la fois sur les bancs de l'école et puis on avait une petite équipe qui travaillait et on a terminé avec 150 ou 200 profs dans le réseau. Et après 4 ans, donc, je me suis posé la question de est-ce que je voulais continuer là-dessus et j'avais envie de quelque chose de le plus large. Et le conseil en stratégie, quand tu sais pas exactement ce que tu veux faire, mais que tu veux voir plusieurs choses, c'est une bonne option. Ouais. Et donc j'ai rejoint McKinsey pour 2 ans. J'ai adoré. Une mission en France, à l'étranger, beaucoup aimé, beaucoup appris. Et à ce moment-là, je voulais remonter une boîte, j'avais fait un peu le tour et j'avais pas d'idée. Et il y avait 2 anciens du cabinet qui venaient de faire une belle boîte en Asie, qui rentraient en France pour monter un nouveau business dans le travail temporaire. Mm-hmm. Alors je connaissais pas le marché, mais ça cochait pas mal de cases. Gros business, un peu poussiéreux et avec des belles choses à faire. Et donc je les ai rejoints pour monter EasyWork, qui est un nouveau modèle de travail temporaire. Et on a monté en 4 ans un réseau de 300 franchisés, qui était une super aventure. Après 4 ans aussi, j'ai voulu réfléchir à autre chose. Et c'est à ce moment-là que j'avais pas forcément d'idée, donc j'ai rejoint un fonds de private equity familial pour développer une stratégie venture de blockchain. Ah, waouh! Ah non, c'est ça dont on parlait tout à l'heure. Exactement. C'est ça, ok, super. Et c'est par ce biais-là que j'ai pu parler à un certain nombre de conseillers en gestion de patrimoine, et banquiers privés. Et ça m'a donné l'envie de monter Rockfi. Super, dont on va parler aujourd'hui. Alors, j'ai eu un épisode que j'ai passé il y a quelques semaines avec FNZ, que tu connais peut-être, qui est un très gros acteur qui a été créé il y a très longtemps, une vingtaine d'années en Nouvelle-Zélande. On parlait avec mon invité Pierre-Henri Denain des enjeux de la stack technologique de l'industrie qui est quand même assez vieille et donc de tous les efforts à fournir pour la moderniser. Moi, j'aurais aimé avoir cette fois-ci un éclairage de ta part plus lié aux clients privés. Quels sont les enjeux pour ce client final actuellement et finalement, qu'est-ce qui manque à ce marché de ton point de vue ? Ouais. Bon, en fait, quand tu regardes le marché de la gestion de patrimoine, tu as 3 catégories de clients. Tu
tu as les clients affluents qui ont moins de 100 000 euros et qui aujourd'hui sont relativement satisfaits par des modèles de banque de détail, tu vois, avec des compléments des plateformes digitales. Tu as ce qu'on appelle hyper high net wealth, qui sont des foyers qui ont plusieurs dizaines de millions d'euros et qui ont souvent leur propre family office ou leur gestion de fortune et qui sont relativement satisfaits. Et puis il y a une troisième catégorie qui est entre les deux, en fait, qui correspond à des profils qui ont quelques centaines de milliers d'euros ou plusieurs millions d'euros, qui ont des vrais sujets patrimoniaux, mais qui n'ont pas accès à l'expertise. Ça représente 6 millions de foyers en France, et c'est ces profils qui nous intéressent, avec tu vois, l'ambition de leur rendre accessible la qualité de conseil et la performance de produits financiers pour leurs problématiques à eux. D'accord. Donc là, c'est la personne, le client privé, l'investisseur final. Pour ça, c'est un marché qui est très intermédiaire. Tu parlais des CGP, des CIF. Enfin, il y a une constellation d'acteurs et de strates. C'est un marché, notamment en France, qui est assez compliqué à comprendre, et avec des attentes qui évoluent, bien entendu, parce que d'un côté, tu as cette expérience sur ces super banques en ligne, voilà, où tu ouvres un compte en 2 minutes, puis genre, tu veux ouvrir un compte dans une banque privée, ça te prend 3 semaines, avec de la paperasse à signer à la main. Donc il y a vraiment un gap entre les deux, et un gap aussi générationnel, avec des millennials qui arrivent, qui sont voilà, en attente d'autres choses. Qu'est-ce que ça provoque justement pour tous ces intermédiaires, notamment les CGP, et qu'est-ce que ça va avoir comme impact, ce changement générationnel sur leur quotidien? Ouais, donc tu parles de digital. Je pense important, tu vois, de regarder, quand on regarde les chiffres, de voir que les offres 100% digitales, c'est moins d'1% du marché de la gestion de patrimoine. Et quand tu interroges les épargnants, 2/3 nous disent j'ai besoin de conseils parce que j'ai pas forcément le temps, pas forcément l'envie d'ailleurs, et pas forcément les compétences pour gérer mon patrimoine. Donc la première, tu vois, conviction forte que l'on a, c'est que on doit remettre au centre la relation entre un client et son gestionnaire. Le problème des gestionnaires aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment de temps pour passer du conseil avec leurs clients, parce qu'il y a beaucoup d'administratifs, beaucoup de compliance. Et donc le parti pris, c'est de se dire comment tu peux libérer du temps du conseiller pour qu'il passe du temps avec son client. Ouais. Autrement dit, pour bien servir nos clients, commençons par bien servir nos gestionnaires. Et ensuite, un deuxième sujet dans ta question, qui est celle de la génération. Je pense que c'est pas nécessairement une question d'âge, même si nécessairement tu as une appétence à la tech qui va être plus importante pour des profils plus juniors. Mais aujourd'hui, tu vois, les clients de gestion de patrimoine, c'est des clients qui ont entre 40 et 70 ans. Et en fait, on est frappé de voir que l'appétence à du conseil et l'appétence à l'humain est au moins aussi importante sur des profils qui ont 30-40 ans, en fait. Ouais. Parce que justement, c'est des sujets nouveaux. C'est rassurant. Et c'est rassurant. Parce que c'est des sujets qui sont complexes et que, oui, la tech permet de simplifier énormément les processus, de donner beaucoup plus de transparence, mais fondamentalement, on sent un besoin de conseil, et le conseil passe par l'humain. Alors, tu parlais de d'EasyWork. Avant qu'on attaque sur Rockfi, j'aurais aimé que tu nous expliques en quoi cette expérience que tu as eue chez EasyWork s'applique finalement assez simplement, naturellement, dans le paysage que tu vois, justement, intermédiaire dont on parlait tout à l'heure. Oui, donc EasyWork, pour contexte, c'est donc une société qui se positionne dans le travail temporaire. Et on a développé un modèle de franchisé avec des recruteurs indépendants partout en France, dédiés au recrutement, et une plateforme tech qui gérait pour eux tout ce qui leur prenait du temps et la partie administrative. Ça a plutôt bien fonctionné pendant 4 ans. Comme je te disais, on est passé de 0 à un peu plus de 300 franchisés, un peu plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et 2 ans après que je sois parti, la réalité, c'est que c'est une société qui n'est pas forcément très bien prospérée par la suite. Donc je pense qu'il y a beaucoup de leçons à retenir de cette expérience. Déjà, ce qui est positif, c'est l'idée de dire que quand tu mets de l'énergie, des bonnes personnes, et in fine, tu peux monter quelque chose d'assez gros assez rapidement. Et une des leçons, c'est l'importance des fondations, donc l'importance des premiers éléments. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'humilité. Je fais un peu partie de cette génération d'entrepreneurs, tu sais, qui se lançaient en 2015, 2020, avec l'envie d'un peu de faire pas table rase du passé, mais d'arriver sur un nouveau marché, une nouvelle vision, et la tech va tout remplacer. Et en fait, quand tu as un peu de recul, tu te rends compte que la tech fait beaucoup de choses, mais que c'est bien aussi d'écouter ceux qui sont présents dans le marché depuis quelques années. Ouais. Donc tu fais partie comme ancienne banquière privée. Donc pour revenir sur la gestion de patrimoine, c'est comment on peut repartir de l'existant. On a 50 000 professionnels en France qui font des gestionnaires de patrimoine, compétents, qui connaissent leur marché, qui connaissent leurs produits. Partons de leurs connaissances. Et ensuite,
comment on peut apporter un nouveau regard et les aider par une technologie à être encore plus efficaces. Top. Alors, tu parlais de ces conseillers qui sont au centre de la relation avec ce client et finalement tous les distributeurs, tous les producteurs de produits financiers. Si on revient plus spécifiquement sur les pain points de ces personnes-là, tu parlais d'administratif. On parle de quoi exactement ? Est-ce qu'il s'agit de, remplir les bulletins de souscription, faire le KYC, sourcer les deals, faire le due deal ? C'est quoi plus précisément ? Ouais. Pour te dire, j'ai parlé à plus de 300 banquiers privés, gestionnaires de patrimoine l'an passé. Et le constat est unanime à travers les banques et les structures, c'est que un conseiller passe 70 à 80% de son temps à faire de la mine. Et du au lieu de parler à son client. Au lieu de parler à son client. Ouais. Et tout l'enjeu, c'est d'inverser le rapport. Quand tu creuses, le premier point qui ressort, c'est la partie compliance. Donc c'est comment... je te vois faire un geste de dégoût, mais c'est ça en fait. C'est vraiment comment je respecte un processus réglementaire pour ne pas être à risque derrière. Et je pense que la compliance a perdu son sens. On fait de la compliance pour faire de la compliance et pas pour l'essence même de la compliance qui est de protéger son client. Donc ça, c'est le premier pain point et ça se tombe bien parce que c'est quelque chose qui peut assez largement s'automatiser. Et donc ça, on est déjà en train de travailler dessus. Attends, je te fais une petite parenthèse. Je vais quand même mentionner cette histoire pour te dire quand il y a eu MiFID qui est arrivé, je me souviens que j'avais pris un Chief Compliance Officer avec moi en rendez-vous client pour qu'il se rende compte à quel point c'était painful de remplir ce questionnaire. Et suite à cela, il avait revu sa copie, il nous avait fait quelque chose de bien plus digeste, mais pour voir souvent qu'il y a une séparation nette et que les compliance n'ont absolument pas conscience, pour beaucoup, à quoi ça ressemble en vrai avec un client. C'est totalement dingue. En fait, c'est une superposition de couches qui ont été ajoutées, qui n'ont plus forcément beaucoup de sens, en tout cas qui prennent beaucoup de temps. Et un exemple, c'est celui-là... quand tu dois proposer un produit à un client, tu dois faire un rapport d'adéquation. Donc tu dois t'assurer que ce que tu proposes est pertinent pour lui. Ça a beaucoup de sens finalement. Et aujourd'hui, c'est un exercice qui peut prendre beaucoup de temps. Et là aussi, que la tech peut aider. Un deuxième exemple qui prend du temps, c'est la partie outils dans la gestion de ton client au quotidien. Hier, j'étais avec un banquier privé d'une grande banque qui me disait qu'un arbitrage, donc quand tu proposes à ton client finalement de changer de position, ce qui est plutôt une bonne initiative, ça lui prenait 20 minutes, tu vois. Parce que acheter un titre pour un autre, ça prenait 20 minutes. Il me disait, en fait, ça te décourage de le faire. Et tu finis par préférer avoir un portefeuille qui tourne peu, qui soit peu dynamique, parce que ça te prend trop de temps. Et ça, c'est un mix de compliance et d'outils, je pense, qui sont plus forcément à jour. Ouais. Donc, deux gros pain points. Donc, la partie KYC, c'est ça ? Oui. Et la partie plus outils et transactionnelle. gestion du client. D'accord. Donc ça, ce sont des éléments que tu as remontés dans cette phase exploratoire et c'est ça qui t'a confirmé dans le fait que tu allais lancer Rockfi. Ça s'est passé dans... Quelle a été la séquence ? Ouais. Alors, en effet, la premier élément, c'était de... Alors, on a deux clients. On a le gestionnaire et puis l'épargnant. Moi, quand j'ai quitté EasyWork, je me suis retrouvé en gestion privée comme 6 millions de foyers et j'ai pu constater cette frustration de dire je vois pas assez mon conseiller, j'ai pas accès au bon produit. Et en fait, ce qui était nouveau, c'était de parler aux gestionnaires de patrimoine et de se rendre compte que cette frustration était au moins aussi importante chez eux. Ça craint, ça. Et ça craint. Et donc, je pense que tu as deux sujets ici, c'est un sujet de tech et un sujet organisationnel. Un sujet de tech qui est de dire, encore une fois, comment on libère du temps. Et ta question est la bonne, en fait, c'est de dire, on prend chacune des étapes entre un conseiller et son client, et puis on voit comment on peut la rendre plus simple. Et donc, le deuxième sujet, c'est en fait une question de modèle organisationnel. C'est qu'aujourd'hui, on a en banque un gestionnaire de patrimoine qui est dédié aux clients pour 9 personnes qui sont ce qu'on appelle des overheads. Donc des managers de managers, des managers de managers de managers, et puis toutes les personnes qui sont plutôt au support, middle back. Exactement. Et donc ça crée... C'est énorme, 9 pour 1. C'est huge. Et donc en fait, la question c'est comment tu arrives à alléger la structure. Donc c'est un point organisationnel. Moi, je crois énormément à l'indépendance. Je pense qu'on a des métiers de service, on n'est jamais aussi bon quand on travaille pour soi-même. On n'est jamais aussi bon que quand le résultat direct, c'est la satisfaction de ses clients. Et donc, je crois à un modèle indépendant. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a 5000 indépendants qui sont tout seuls en France et qu'il y a encore plus d'administratifs qu'avant. Et puis, je crois assez peu au fait d'y arriver tout seul, quoi. C'est que c'est bien de te lancer, mais tout seul chez toi, tu n'arrives pas très loin. Et donc, c'est comment on crée un modèle dans lequel on peut rassembler les indépendants, grossir rapidement, tout en gardant la même
tu vois, agilité. Et c'est là où on développe un modèle de marketing de réseau. Pour ceux qui connaissent, un exemple en France, c'est IAD, qui a très bien marché, dans lequel en fait chacun de nos gestionnaires de patrimoine est indépendant, totalement dédié à ses clients. Et on crée des mécanismes de recommandation où les bons vont recommander d'autres bons et vont avoir une incentive à le faire. Et donc c'est un modèle qui permet de grossir très rapidement par les chiffres en fait. Tu as une personne qui recommande 3 personnes, etc. Ça peut monter, mais également de grossir de manière homogène parce qu'encore une fois, tu as un intérêt direct à aller attirer autour de toi le meilleur. Ouais. Donc tout l'enjeu, c'est de créer ce modèle-là pour grossir rapidement sans reproduire les lourdeurs d'une banque, donc en restant tout à fait agile et indépendant. Top. Alors, il y a différentes choses dans le métier de CGP. J'aimerais juste qu'on termine avec ça pour ensuite parler de ce que vous faites plus précisément. Tu vas avoir la partie gestion, tu vas avoir la partie relation avec les banques dépositaires, passation d'ordre, etc. Donc ça, c'est le quotidien. Tu vas avoir la partie recrutement de clients, d'accord, prospection, etc. Et puis la partie sourcing d'invest. Quand tu es dans une banque privée, ce qui a été le cas pour moi, tu as une équipe qui est dédiée, qui te fait de l'analyse de fonds, qui va te pousser des fonds qui auront été stempel par, en l'occurrence, moi, c'était chez UBS, on va redire. Et donc, tu as toute cette réassurance, en fait, de l'établissement financier pour être certain que tu vas pas proposer un truc shady. Ouais. Comment est-ce que vous couvrez, vous, toute cette chaîne alimentaire ? Ouais. Bon, le premier sujet, c'est l'accès aux produits. Aujourd'hui, en banque, on propose des produits de la banque. Certains sont bons, mais pas que. Tu as l'open architecture quand même. Ça dépend dans quelle banque. Ouais. Je te parle de là où moi, d'où je viens, c'était comme ça. Alors, tu fais partie des happy few alors. Ouais, tu vois, quand même, dans l'expérience de banque privée, l'architecture est pas totalement ouverte. En tout cas, elle est plus fermée qu'ouverte de ce qu'on observe. Et donc, le premier enjeu, comme tu dis, c'est un enjeu de sourcing. C'est de se dire, en fait, on va prendre les meilleurs produits là où ils sont, ceux de la banque ou ceux d'ailleurs, et on va référencer des nouvelles classes d'actifs qui sont pas forcément aujourd'hui accessibles à notre cible clientèle, qui sont, par exemple, le private equity. Et ça, c'est un premier élément fort, je pense, de la gestion de patrimoine indépendante, c'est de choisir le meilleur produit pour le client. Ensuite, le deuxième sujet, c'est de faire en sorte effectivement que ce produit soit pertinent pour le client et pertinent tout au long de sa vie. Un client qui commence avec toi, il peut très bien avoir une première stratégie qui est de préparer une acquisition immobilière. Et puis 5 ans plus tard, il y a une famille, il va se dire pourquoi pas commencer à préparer ma transmission ou préparer ma retraite. Ouais. Et c'est là où on a une responsabilité en tant que gestionnaire de patrimoine, c'est d'être proactif sur le conseil. Donc c'est comment tu comprends la stratégie de ton client et tu arrives en permanence à pousser des recommandations pertinentes de produits financiers, donc tu vois les meilleurs produits, mais également de recommandations fiscales et structurantes. Oui, tout à fait. Qui est le rôle de l'ingénierie patrimoniale. Merci beaucoup d'avoir approfondi tous ces sujets-là. Alors maintenant, j'aimerais que tu me parles plus précisément du lancement, de ce que vous avez déployé au tout départ pour Rockfi, et puis également la stratégie go-to-market, qui n'a rien à voir avec ce que tu avais mis en place pour EasyWork. Donc comment vous allez vous y prendre ? Oui, donc notre stratégie, c'est donc d'avant tout de servir nos gestionnaires de patrimoine et de faire en sorte que nos gestionnaires vont bien servir nos clients. Et on est sur un modèle de recommandation. Donc c'est nos gestionnaires de patrimoine qui vont recommander les prochains. Et c'est nos clients sur lesquels on compte pour être ambassadeurs des prochains. Et ça, c'est un point structurant parce que tout l'enjeu dans cette première phase depuis 1 an, c'est d'aller sélectionner et puis attirer les meilleurs gestionnaires de patrimoine qui vont être encore une fois du coup le socle de notre réseau de gestionnaires. Et puis en deuxième temps, assurer la meilleure expérience client possible par le conseil, par les produits qu'on met à disposition, par la simplicité de l'utilisation, pour qu'encore une fois nos clients soient prescripteurs demain. Et donc on a, tu vois, quand je regarde par rapport à ce qu'on a fait chez EasyWork, qui était un marché différent, c'était pas la même typologie de clients finalement au haut de gamme, mais je pense qu'on a pris plus de temps cette année à choisir vraiment les tout meilleurs gestionnaires, en tout cas ceux avec lesquels on sentait le plus gros fit, comme on dit, et à poser les bases d'une expérience qui soit solide et qui prépare l'avenir. D'accord, mais alors en termes de plateforme, ils ont accès à quoi ? Parce que vous êtes connectés, j'ai l'impression que vous êtes connectés avec la terre entière, en termes de producteurs de produits, de banques, etc. Alors, côté gestionnaire, on a développé une plateforme qui va leur permettre de gérer leur relation avec leurs clients, qui est un CRM, l'allocation d'actifs pour leurs clients, donc qui est en fait un module de matching entre un client et une meilleure recommandation de produits. Et puis, on a automatisé très largement la partie de compliance dont on parlait tout à l'heure,
c'est-à-dire tous les processus qui sont réglementaires qu'on doit faire et qui prennent du temps aujourd'hui. Côté client, l'objectif pour cette fin d'année, c'est de développer la partie reporting. Tu vois, le pain qu'on entend le plus de côté client, c'est je ne connais pas, j'ai pas de vision de mon patrimoine à 360. Finalement, je ne sais pas exactement ce que j'ai et donc je ne suis pas en mesure de prendre une décision rationnelle. Et donc c'est comment on peut proposer un reporting qui soit consolidé à nos clients épargnants. Alors, la problématique de consolidation, moi, je la connais extrêmement bien. Je sais que c'est un énorme pain point, surtout pour des clients multibancarisés sur plusieurs places financières, dans plusieurs établissements financiers différents. Comment vous avez construit votre plateforme, première chose, et est-ce qu'elle vous permet d'exécuter des ordres ? Oui, alors, sur la première question, on ne peut pas monter une plateforme en un an. Non, j'imagine. Donc, c'est certain qu'on a fait le choix de prendre des partenaires avec qui on travaille pour se dire, en fait, il y a des outils existants qui marchent bien. Ils ne sont pas nombreux, mais il y en a qui marchent bien. Donc, on va partir d'eux et on va créer des partenariats avec eux. Et puis, on va, au fur et à mesure des 2 prochaines années, compléter les briques, aussi au fur et à mesure des feedbacks qu'on reçoit de nos gestionnaires et de nos clients. Donc, tu te connectes en API sur ces... C'est ça. Donc, un des critères, c'était d'avoir des partenaires avec des API ouvertes, avec lesquels on va pouvoir travailler, tu vois, qui sont dans un esprit de co-construction. Donc ça, c'est sur la partie 1. Et la partie 2, qui sont la question sur les ordres. Donc on peut faire des ordres aujourd'hui, que ce soit des ordres sur des places de marché, en fait, de bourse, ou tu vois, des arbitrages sur, par exemple, des assurances vie. Et nos partenaires, en fait, ouvrent un accès auprès de nos clients pour qu'ils puissent soit demander un ordre, soit le faire eux-mêmes. Donc c'est de la réception-transmission d'ordre, pas d'exécution, vous ne faites pas? Non, on ne fait pas, pour en parler. On n'est pas sur du trading, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais vous faites du RTO quand même. On fait du RTO, ouais. Ouais, d'accord, c'est clair. Ah oui, alors un autre point, ça je sais pas si tu voulais en parler, les éléments fiscaux, tu l'as dit tout à l'heure, c'est quand même un pain point quand tu es client. Tu dois quand même soumettre dans ta déclaration fiscale tes reportings fiscaux. Alors quand il s'agit d'actifs assez classiques comme le côté action obligue, c'est relativement standard. Quand on va sur du non-coté, si tu passes via des FCP, du fonds commun versus SICAV, etc., tu vas pas du tout avoir les mêmes reportings. Donc comment est-ce que vous gérez cette problématique reporting fiscal ? Oui, donc ça rejoint un point finalement de compliance and process. In fine, on la gère comme un autre acteur, c'est-à-dire qu'on se plie à la réglementation. Ouais. Heureux de l'entendre. Je te rassure sur ce point-là, Solène. Mais on essaie de le faire en se disant, en fait, qu'est-ce qui peut être automatisé dans le processus. Tu vois, un des exemples forts, c'est que tu vois, chaque année, on demande aux clients en KYC. On va leur demander énormément d'informations, dont certaines sont en fait publiques, tu vois, sont présentes sur Papers, ou bien on peut avoir accès directement à l'information. On n'a pas besoin de déranger le client pour ça. Et donc c'est plutôt dans la manière dont on aborde ce sujet, encore une fois, en essayant de l'automatiser ou de gérer au maximum à la place du client, qu'on pense être différenciant. Alors un point que je trouve toujours intéressant, même passionnant, c'est la sélection des produits, puisqu'il y a pléthore en termes de SICAV, je sais pas moi, dans le côté, dans le non-côté, particulièrement dans les actifs alternatifs, dans private equity, et c'est un sujet que j'ai repris sur plein de mes épisodes avec Altarock, Private Corner, etc. Comment est-ce que vous sélectionnez ? Est-ce que vous reposez sur des sociétés de gestion avec lesquelles vous êtes en contact ? Est-ce que vous faites des due deals ? Est-ce que vous analysez, par exemple, les frais ? C'est vraiment un pain point sur des classes institutionnelles versus des classes retail. Est-ce que vous allez jusqu'à ce niveau de granularité ? La première partie de question, on a référencé en un an 25 partenaires. Aujourd'hui, on a 3000 supports financiers à disposition de nos clients. On a acheté totalement ouverte. Et à chaque fois, à cette classe confondue. Toutes à cette classe confondue. Donc, tu vois, on propose des produits boursiers, des ETF, des produits structurés, mais également effectivement du private equity, une classe d'actifs qu'on veut rendre accessible, qu'on veut pousser davantage auprès de très beaux partenaires. On a des gestions sous mandat. Et à chaque fois, on se dit quel est le meilleur partenaire. Donc, tu vois, on a référencé Rothschild sur la partie gestion sous mandat. On a BlackRock comme partenaire sur les ETF. On a un très beau fonds Goldman Sachs sur la dette privée. On a une très belle gestion également de Morgan Stanley qu'on vient de référencer. Donc on veut vraiment rendre accessible ce qui nous paraît être le plus performant. Et donc pour répondre à ta question, oui, il y a une vraie due diligence des produits. C'est là où on apporte de la valeur aux clients. À la fois sur la performance, en fait, par rapport à leur indice de référence, se dire quelle est la meilleure maison. Également sur la solidité de ces acteurs. Ces partenaires sont dépositaires des fonds. Donc c'est eux qui détiennent les fonds de nos clients. Donc c'est important de s'assurer que ce soit des partenaires solides.
Et puis, comme tu disais sur les frais, c'est nous qui négocions avec eux les meilleurs frais. Ouais. Et donc, être certain, tu vois, notamment au vu des enjeux réglementaires de value for money, de se dire voilà, comment on peut partager au maximum la valeur auprès de nos clients. Et est-ce que un fonds, enfin si tu as un gérant, parce que j'en reçois quand même pas mal sur le podcast qui nous écoute probablement, si un fonds entend parler de vous au travers du podcast et souhaite se faire référencer, comment ça se passe ? Donc, on a un responsable de l'offre Ouais. qui est en charge de la due diligence des offres et puis après d'animer le réseau, c'est-à-dire de les proposer d'abord à nos gestionnaires et puis in fine à nos clients. Donc le mieux c'est de nous contacter pour le faire. Aujourd'hui on a une première base qui est complète et solide, qui permet de couvrir 99% des clients, Ouais. mais en même temps on continue à l'alimenter et notamment sur le private equity dont tu parlais, qui est une classe d'actifs intéressante, qui représente moins d'1% aujourd'hui de l'épargne en France. Alors que c'est une classe d'actifs qui peut apporter des vrais rendements et qui est une classe d'actifs beaucoup plus développée, par exemple quand tu regardes aux US ou auprès d'instituts. C'est typiquement une classe d'actifs sur laquelle on est très intéressé d'aller référencer de nouveaux partenaires sur des stratégies fortes et avec des performances intéressantes. Est-ce que vous avez en tête aussi de proposer du crédit, de devenir courtier en crédit, parce que ça c'est un des moyens qui est utilisé par beaucoup de clients, de faire du crédit, faire du levier sur les portefeuilles. Est-ce que ça c'est envisagé ? Absolument. Ou c'est déjà le cas peut-être ? C'est déjà le cas. Ok. On a passé en... Donc on était jusqu'à présent CIF, tu vois, agréé auprès de l'ORIAS et de l'AMF. On est désormais agréé sur la partie opération bancaire, c'est au BFP. Et donc en particulier, on propose du crédit. Donc tu vois, on a deux très beaux partenaires qui sont Edmond Rothschild et Crédit Mutuel Arkea, Ouais. qui peuvent proposer du crédit, tout type de crédit à nos clients, qui sont du crédit lombard, du crédit hypothécaire, et même des comptes à terme. D'accord. Alors, comme on disait au début de la discussion, la banque privée, la gestion de patrimoine en règle générale, c'est très local comme écosystème. Donc, ce que tu retrouves en France, tu le retrouves pas en Belgique, tu le retrouves pas au Luxembourg, en Suisse. À chaque fois, c'est un autre mode de fonctionnement avec d'autres réseaux d'apporteurs également. Donc, comment est-ce que vous si tu projettes Rockfi, parce que j'imagine que c'est l'idée, d'ici 4-5 ans, comment vous vous internationalisez connaissant toutes ces contraintes-là ? Oui, alors déjà, le marché français, c'est un beau4 800 milliards d'euros d'encours en France. Donc il y a de quoi faire. Et on va d'abord s'attaquer au marché français avec l'objectif de développer un réseau conséquent et développer une activité forte les prochaines années. Ensuite, en effet, tu as probablement une expansion sur des pays limitrophes francophones. Tu parlais de la Belgique, tu parlais de la Suisse, c'est des pays qui sont intéressants pour une première extension internationale. Et puis, in fine, je pense comme beaucoup de fintech, il y a un marché qui est toujours dans un coin de la tête, qui sont les US. C'est 100 000 milliards d'euros. C'est 20 fois plus gros que la France. Et c'est, in fine, notre objectif d'ouvrir les US quand on aura bien développé le modèle en Europe. Top, alors je me rends compte que c'était une petite question que j'avais depuis... J'ai oublié de la poser. C'est le modèle d'affaires. Vous êtes sur quel type de modèle d'affaires ? Donc on est courtier, Ok. donc tu vois, et notre réseau de gestionnaires sont mandataires, donc on distribue des produits. On a un modèle de forfait pour avoir un conseil qui soit objectif, c'est-à-dire que nos clients payent tous le même forfait chaque année, et ensuite. Donc ton client, lequel ? Le CGP ? Pardon, le client, l'épargnant. L'épargnant, d'accord. L'épargnant, et ensuite on partage la valeur entre notre gestionnaire et Rockfi en tant que plateforme. Donc en fait, je suis désolée, je reviens avec cette question-là, mais in fine, étant donné que vous vous adressez à deux populations, d'un côté le conseiller et de l'autre le client, finalement, dans votre stratégie d'acquisition, vous allez partir du CGP, pas du client privé. Exactement. D'accord. Donc la stratégie, c'est de se dire, on identifie les meilleurs gestionnaires de patrimoine. Ils viennent avec des clients qui leur sont fidèles et qui veulent les suivre. 2, on s'assure que ces clients-là soient extrêmement satisfaits de la relation et des services et des produits qui leur sont proposés et qui soient prescripteurs. Donc un client en recommande 2, qui en recommande 2, et notre gestionnaire de patrimoine est heureux et en succès. Et c'est notre gestionnaire qui va recommander ensuite les prochains gestionnaires. Des recos partout, dans tous les sens. C'est ça qu'on veut créer, c'est ce modèle vertueux où les bons se recommandent entre eux et où, in fine, la satisfaction d'abord de nos gestionnaires et ensuite de nos clients va être le moteur de nos décisions parce que c'est parce qu'ils sont satisfaits qu'on va se développer et qu'on va rapidement grandir. C'est super intéressant. Bon, écoute, c'est top. Donc, vos prochaines étapes, c'est quoi ? Parce que vous avez fait une levée il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines. 20 millions d'euros, non, c'est ça ? Alors, on n'a pas communiqué sur la Valo, mais on a levé 3 millions d'euros. 3 millions d'euros C'est un petit peu sur moins. la Valo.
C'est un petit peu moins. Ouais. Je sais pas pourquoi j'avais 20 en tête. T'anticipes la Serie A, Solène. Je sais pas. J'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais je voulais mentionner l'équipe avec laquelle je suis. Ouais. Tu vois, c'est vraiment un travail d'équipe. J'ai la chance d'être associé avec des personnes assez exceptionnelles, notamment Marie Bedu et Maxime Durand sur la partie tech, qui développe du coup la partie opération et la partie tech, qui est un des éléments forts de différenciation. Et sur la partie réseau, j'ai la chance d'avoir été présenté avec Stéphane Carl, qui est l'ancien directeur de la gestion privée de la Société Générale, Vincent Pagny, qui est l'ancien directeur de la gestion privée de HSBC. Tu vois, eux deux, ils géraient plus de 50 milliards d'euros d'actifs et plusieurs centaines de collaborateurs. Et je le redis ici parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de le dire après, mais c'est avant tout, tu vois, avant de parler des prochaines étapes, c'est avant tout une aventure d'équipe et je suis très très heureux d'être avec eux et avec toutes les équipes qui nous ont rejoints. Je dirais qu'on a deux prochaines étapes, tu vois, de façon très concrète. La première étape, c'est réaliser cette année une belle année sur la partie développement commercial. Donc on a une très forte ambition en termes de collecte d'encours. Et à partir de l'an prochain, commencer à créer ces mécanismes de recommandation dont on parlait pour faire en sorte de croître de manière exponentielle. Donc un premier objectif qui est de consolider les bases cette année et un deuxième de très fortement se développer à partir de l'an prochain. Super. Alors, je conclue toujours par une recommandation de livre ou de podcast. Donc, qu'est-ce que tu nous recommandes pour conclure ? J'ai un livre qui m'a toujours marqué, qui est No Rules, Rules. Ah oui. Ouais. qui a été écrit par le fondateur de Netflix. Ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'ils ont réussi à disrupter le marché avec une philosophie du management qui est radicalement nouvelle et qui laisse place à l'initiative, qui laisse place à la confiance auprès des équipes. Et donc j'encourage les auditeurs à le lire si ce n'est pas déjà fait. Je pense que dans une aventure, la réussite passe également par la culture. Et la culture de se pousser par Netflix, c'est quelque chose que je trouve extrêmement inspirante. Merci beaucoup Pierre, c'était super intéressant. Longue vie à Rockfi. Merci Solène. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.